Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un endroit incroyable, le symbole le plus connu de la royauté française, à savoir le château de Versailles. Ce n'est pas juste un beau bâtiment, c'est un lieu qui a changé l'histoire de France. Imaginez un petit pavillon de chasse qui devient en quelques décennies le plus grand palais d'Europe et le cœur du pouvoir français. C'est l'histoire d'une obsession, d'une volonté de faire, d'un talent incroyable pour l'art et l'architecture. On va voyager ensemble à travers le temps, des premiers rois jusqu'à nos jours. Pour comprendre Versailles, il faut remonter loin, bien avant le roi Soleil. Un petit village au milieu des bois. Au début, Versailles, ce n'est rien de spécial. C'est un tout petit village, pas très riche, perdu au milieu des bois et des étangs. Il y a une église, une ferme et quelques maisons. La terre n'est pas très bonne pour la culture, mais les forêts, elles, sont magnifiques. Elles sont pleines de gibier, c'est-à-dire d'animaux sauvages comme les cerfs, les sangliers et les renards. C'est justement pour ces forêts que les rois de France vont s'intéresser à Versailles. La chasse est leur sport préféré, presque une religion. C'est un moment où ils peuvent se détendre, oublier les soucis du pouvoir et montrer leur force et leur habileté. Le premier roi vraiment important pour Versailles, c'est Louis XIII, le père du futur roi Soleil. Il est roi de 1610 à 1643. Louis XIII n'est pas un roi très heureux, il est souvent malade, il s'entend mal avec sa femme et il a beaucoup de soucis politiques. Pour s'évader, il va chasser. Il découvre Versailles et il adore cet endroit. Les bois sont parfaits pour la chasse et le village est calme, loin des intrigues de Paris. Pour pouvoir s'y reposer plus confortablement, il fait construire un petit château en 1623. À l'époque, ce n'est qu'une petite maison de campagne, très modeste. On pourrait presque dire que c'est un pavillon de chasse, une sorte de grande cabane pour le roi. Mais Louis XIII ne s'arrête pas là. En 1631, il agrandit son petit château. L'architecte Philibert Leroy lui donne un style très coloré avec de la brique rouge, de la pierre blanche et des toits en ardoise bleue. On appelle ça l'architecture aux 3 crayons. C'est un style qui donne un air de château de cartes, mais c'est charmant et très à la mode à l'époque. Le château est entouré de fossés et de petits jardins. C'est modeste, mais c'est un vrai petit palais. Déjà, Louis XIII utilise ce lieu pour autre chose que la chasse. Il y reçoit des visiteurs importants, des ambassadeurs, il y tient même des réunions de son gouvernement. C'est un premier signe que Versailles a un potentiel politique. Le roi se sent bien ici et il commence à y exercer son pouvoir. Mais tout cela va s'arrêter brutalement. Louis XIII meurt en 1643. Son fils, Louis XIV, n'a que 4 ans. C'est un enfant. Le petit château de Versailles est un peu oublié. Pendant près de 20 ans, il reste à l'abandon. On n'y fait aucun grand travail. Le jeune roi vient parfois chasser comme son père, mais il n'y passe que quelques nuits. Pour lui, Versailles est un souvenir d'enfance, un endroit qu'il connaît et qu'il aime, mais qui reste très petit et modeste. Tout change en 1661. Louis XIV a 22 ans. Il décide de gouverner par lui-même, sans l'aide d'un ministre principal. C'est le début de son règne personnel. Et il a une idée fixe, faire de Versailles un endroit qui lui ressemble. Il veut en faire un lieu de fête, de plaisir et de beauté pour éblouir toute la cour, c'est-à-dire tous les nobles et les gens importants qui l'entourent. On sent ici la première rupture. Versailles n'est plus le refuge personnel du roi, il devient un outil de prestige, une façon de montrer sa puissance et sa richesse au monde entier. Louis XIV veut que tout le monde sache qu'il est le plus grand des rois sur terre. Il commence par faire agrandir le château de son père. Il ne le détruit pas, il l'agrandit. Il fait construire de nouvelles ailes pour les écuries et les cuisines. Il veut pouvoir accueillir plus de monde. Mais surtout, il s'attaque au jardin. Il fait appel au plus grand jardinier de son temps, André Le Nôtre. Le Nôtre est un génie. Il dessine des jardins à la française, c'est-à-dire des jardins géométriques avec des allées droites, des parterres symétriques, des bassins et des fontaines. Il crée la grande perspective, une longue ligne droite qui traverse tout le parc. C'est le célèbre tapis vert.
Et au bout de cette perspective, il creuse le Grand Canal, une immense pièce d'eau où les invités pourront se promener en barque. Pour le nôtre, le jardin est une extension du palais. C'est un lieu de promenade et de spectacle. On peut s'y promener, s'y perdre et admirer les jeux d'eau et la beauté des parterres. Louis XIV veut impressionner tout le monde. Pour cela, il organise des fêtes somptueuses. La plus célèbre s'appelle les Plaisirs de l'île Enchantée. Elle a lieu en mai 1664 et dure toute une semaine. Il y a des carrousels, c'est-à-dire des spectacles équestres où les cavaliers font des démonstrations en costumes magnifiques. Il y a des pièces de théâtre, des ballets, des feux d'artifice et des concerts. Tout le monde est ébloui par la magnificence, c'est-à-dire la grande richesse et la beauté du roi. C'est un coup de communication génial. On parle de Versailles dans toute l'Europe. Les invités viennent de loin pour voir ce spectacle incroyable. Le roi lui-même participe au spectacle. Il danse, il joue le rôle d'Apollon, le roi du soleil. C'est une mise en scène de sa propre image. Il se montre comme un roi victorieux, un roi rayonnant. Pour décorer ce nouveau Versailles, Louis XIV fait appel au peintre Charles Lebrun. Lebrun décore les plafonds et les salons. Il peint des scènes mythologiques, des allégories de la gloire du roi. Il fait placer des statues d'Apollon partout parce que Louis XIV se fait appeler le roi soleil. Un endroit très célèbre de ce premier Versailles est la grotte de Thétis. C'est une grotte artificielle construite près du château. Elle est décorée de coquillages, de marbre et de statues. À l'intérieur, il y a un orgue hydraulique, un orgue qui joue avec de l'eau, ce qui est une prouesse technique incroyable pour l'époque. Louis XIV embellit aussi l'intérieur du château. Il fait construire un balcon, il change les fenêtres, il fait dorer les boiseries. Il installe des meubles en argent massif d'un luxe inouï. Tous ces travaux montrent un roi qui aime le changement et qui veut un cadre à la hauteur de ses ambitions. Il n'a pas peur de dépenser de l'argent pour créer de la beauté. À partir de 1678, Versailles change complètement de nature. Louis XIV ne veut plus seulement en faire un lieu de fête, il veut en faire le centre du monde, le siège de son pouvoir. C'est un moment clé. La rupture est radicale. Le château ne sert plus seulement à se divertir, il sert à dominer. Le roi a compris une chose essentielle. Il peut contrôler la noblesse en la retenant à Versailles. En les éloignant de leurs terres, il les empêche de comploter. Il les tient sous sa surveillance. Versailles est une cage dorée. Pour accueillir toute la cour et donner au château une taille digne de sa puissance, Louis XIV entreprend les plus grands travaux jamais vus. L'architecte Jules Hardouin-Mansart prend la suite de Levau. La terrasse est remplacée par la célèbre Galerie des Glaces, un immense couloir de 73 mètres de long. C'est une véritable rue intérieure. Il y a 17 fenêtres et en face 17 grandes arcades remplies de miroirs. Les lustres sont en cristal, les plafonds sont peints, les peintures racontent les victoires du roi, ses conquêtes militaires et diplomatiques. La Galerie des Glaces est un lieu de passage et de faste. C'est aussi le lieu où le roi reçoit les ambassadeurs. Quand ils marchent dans cette galerie, ils sont entourés de reflets, de lumière et de scènes de bataille qui montrent la force du roi de France. Ils sont impressionnés, parfois même intimidés. De grandes ailes sont construites de chaque côté de la Galerie des Glaces. L'une pour loger la famille royale, l'autre pour loger les ministres, les gens qui aident le roi à gouverner. Le chantier est gigantesque. On dépense des millions de livres. Des milliers d'ouvriers travaillent sans relâche. Il y a des tailleurs de pierre, des charpentiers, des maçons, des sculpteurs, des peintres, des jardiniers. Le chantier de Versailles est un véritable monde à lui tout seul. Les jardins, eux aussi, sont embellis. On installe des statues en marbre, comme celle de Diane de Versailles ou le groupe d'Apollon servi par les nymphes. Les jardins deviennent une immense collection d'œuvres d'art en plein air. On peut s'y promener et admirer des chefs-d'œuvre de la sculpture à chaque coin de l'allée. Mais tout cela a un prix. Il faut de l'eau pour les centaines de fontaines. On construit des aqueducs, c'est-à-dire des ponts pour transporter l'eau sur de longues distances. On construit la machine de Marly, qui est une énorme pompe qui puise l'eau de la Seine.
Un projet fou de détourner la rivière Eure est même commencé, mais il ne sera jamais fini à cause des difficultés techniques et du coût exorbitant. C'est un symbole de l'ambition démesurée de Louis XIV. Il voulait dompter la nature pour la mettre au service de sa gloire. En 1682, Louis XIV prend une décision majeure. Il déménage avec toute la cour à Versailles. Ce n'est plus un séjour temporaire, c'est définitif. La cour, c'est un monde à lui tout seul. Plusieurs milliers de nobles, de domestiques, de soldats, de ministres. Pour que tout ce monde fonctionne et surtout pour le contrôler, Louis XIV invente, ou plutôt perfectionne, un code de vie très strict, l'étiquette. Ce sont des règles de comportement qui régissent tous les gestes du quotidien. Il y a des règles pour savoir qui peut s'asseoir, qui peut parler au roi, dans quel ordre on doit entrer dans une pièce, qui peut porter un vêtement de telle couleur. La journée du roi est un spectacle permanent, c'est une mise en scène de la royauté. Le matin, tout est réglé comme une horloge. Seuls quelques privilégiés peuvent assister au réveil du roi. Il y a un ordre strict pour entrer dans sa chambre. Les plus importants entrent en premier, les moins importants attendent dehors. C'est une façon de montrer leur rang et leur importance aux yeux de tous. Ensuite, c'est la messe. Louis XIV va à la chapelle tous les jours, accompagné de sa famille et des plus grands nobles. C'est un moment de piété, mais aussi un moment de parade. Tout le monde peut le voir, il est au centre de l'attention. Puis, il y a le conseil. Le roi discute des affaires du royaume avec ses ministres dans son cabinet. Il travaille dur, il lit des rapports, il prend des décisions importantes, mais ces moments de travail sont ritualisés. Le repas est aussi une cérémonie. Le roi mange souvent seul, mais en public, dans une antichambre, une salle d'attente. Des centaines de personnes viennent le regarder manger. C'est un spectacle presque comme de la télé-réalité avant l'heure. On regarde le roi découper sa viande, boire son vin, on admire sa vaisselle en or. Le soir, il y a les soirées d'appartement. Le roi joue aux cartes, écoute de la musique ou danse avec sa cour. Versailles est un lieu de vie sociale intense. On invente la politesse de cour, qui est un code de savoir-vivre pour plaire au roi et se faire remarquer. Cette vie de cour est un piège pour la noblesse. Les nobles sont tellement occupés par les fêtes, les intrigues et l'observation du roi qu'ils n'ont même pas le temps de se rebeller. Ils sont complètement absorbés par le système. Versailles est une prison dorée, mais ils ne veulent pas en sortir. Louis XIV meurt en 1715 après un règne de 72 ans. Son arrière-petit-fils, Louis XV, n'a que 5 ans. Pendant quelques années, la cour quitte Versailles et retourne à Paris. Mais en 1722, le jeune roi revient s'installer dans le château de son ancêtre. Il ne veut pas changer les grandes choses. Il respecte l'héritage, ce que Louis XIV a laissé, mais son rapport au lieu est très différent. Il est le roi, mais il ne se sent pas chez lui dans ces grands salons. Il les trouve trop grands, trop froids, trop solennels. Louis XV est un roi timide. Il n'aime pas les grandes cérémonies. Il préfère la compagnie de quelques amis. Il fait donc transformer les petits appartements à son goût. C'est une rupture dans l'usage du palais. On passe de la grandeur publique à l'intimité privée. Le roi veut des endroits où il peut être tranquille, lire et travailler sans être constamment observé par des centaines de gens. Il fait aménager des cabinets qui sont des petites pièces secrètes avec des bureaux, des bibliothèques, des laboratoires. Il adore faire des expériences de chimie. Il aime aussi travailler le bois et l'ivoire sur un tour comme un menuisier. C'est son hobby. Il invente aussi les soupers des retours de chasse. Après une journée de chasse, il invite quelques amis proches à dîner dans ses petits appartements. Il y a moins de cérémonies, plus de liberté. On parle librement, on rit, on est entre soi. C'est le début d'une vie de cour plus informelle. La vie privée de Louis XV est marquée par ses favorites, ses maîtresses. La plus célèbre est Madame de Pompadour. Elle est belle, intelligente et cultivée. Elle devient la favorite du roi en 1745. Mais elle n'est pas seulement une maîtresse. Elle devient une amie et sa conseillère. Elle a beaucoup de goût et elle protège les artistes. Elle influence les décisions politiques, elle choisit parfois les ministres,
Elle est une figure centrale de la cour. On la considère presque comme un ministre. Elle symbolise l'influence de la vie privée du roi sur la vie publique. Louis XV achève aussi la chapelle royale, un chef-d'œuvre de l'architecture religieuse. Elle est très ornée, avec de nombreuses statues, des peintures et des dorures. C'est sa grande œuvre religieuse. Il veut montrer qu'il est un roi chrétien, fidèle à la tradition de ses ancêtres. Sous Louis XV, Versailles devient moins solennel, mais plus confortable. Ce n'est plus un temple du pouvoir, c'est aussi un lieu de vie. Louis XVI arrive sur le trône en 1774, à l'âge de 20 ans. Il est jeune, timide, mal à l'aise en public. Il est plus attiré par la chasse et la géographie que par les intrigues de la cour. Il veut être un bon roi, mais il n'a pas la carrure de son illustre ancêtre. Le contraste avec Louis XIV est total. Le roi ne cherche plus à dominer la cour, il cherche à la fuir. Marie-Antoinette, son épouse, est une reine moderne. Elle est autrichienne et elle arrive en France à 14 ans. Elle n'aime pas l'étiquette rigide de Versailles. Elle se sent prisonnière. Pour échapper à cette vie trop réglée, elle se fait construire un domaine rien que pour elle, à quelques minutes du château, à savoir le petit Trianon. Ce domaine est son refuge. Elle y crée un jardin à l'anglaise, c'est-à-dire un jardin qui imite la nature. Il n'est pas géométrique comme les jardins de le nôtre, il est sinueux avec des petits ruisseaux, des rochers, des arbres exotiques. On s'y promène comme dans un tableau. À côté, elle fait construire un hameau, un petit village factice pour jouer à la fermière. Il y a une maison pour elle, un moulin, une laiterie où elle boit du lait frais, une bergerie. Elle s'habille en robe de coton simple et elle joue à traire les vaches. C'est pour elle un lieu de paix, un échappatoire. Mais c'est aussi un symbole de son détachement des réalités de la cour. Elle veut oublier qu'elle est reine et jouer à la vie simple. Cette fantaisie coûte très cher et sera plus tard utilisée contre elle. Les jardins de Versailles subissent aussi une grande transformation. Tous les arbres qui ont plus de 100 ans sont vieux et malades. On les abat entre 1774 et 1775. C'est une opération énorme, presque un acte symbolique. On rajeunit Versailles, on lui donne une nouvelle jeunesse. On replante des milliers d'arbres, des essences nouvelles venues du monde entier. C'est le dernier grand chantier de Versailles avant la Révolution. La vie de cour reste brillante. Les fêtes sont somptueuses, mais les problèmes financiers sont de plus en plus graves. La cour coûte très cher. Le roi dépense beaucoup, la reine aussi. Le peuple paie des impôts et il a faim. Il voit le luxe de Versailles et il le trouve scandaleux. Le décalage est immense. Pourtant, les grandes cérémonies continuent. Des ambassadeurs venus du monde entier sont reçus dans la grande galerie. En 1788, on reçoit même un ambassadeur du sultan de Mysore, un roi de l'Inde. Les ambassadeurs sont éblouis par le faste, mais c'est un luxe que la France ne peut plus s'offrir. Le décalage entre le faste de la cour et la misère du peuple devient insupportable. En 1789, la Révolution éclate. La France est en crise. La population a faim et elle est en colère contre les privilèges de la noblesse et du clergé, c'est-à-dire leurs droits spéciaux comme le fait de ne pas payer d'impôts. Le 5 octobre 1789, une foule de Parisiens en colère, menée par des femmes, marche sur Versailles. Elle envahit le château, le roi, la reine et leurs enfants sont emmenés de force à Paris. Le château est vidé, abandonné. Versailles cesse d'être une résidence royale. C'est la fin de l'histoire que Louis XIV avait commencé. Pendant la Révolution, Versailles est pillé. Les meubles, les tableaux, les statues sont vendus aux enchères. Le château est endommagé. Pendant plusieurs années, il reste à l'abandon. On le laisse se dégrader. Sous Napoléon, on le répare un peu, mais il ne sera jamais une résidence impériale. Il sert parfois à héberger des invités de marque ou à organiser des fêtes. Mais le grand rêve de Louis XIV semble à jamais perdu. C'est un monument sans fonction. Ce qui va sauver Versailles, c'est une idée nouvelle. En 1837, le roi Louis-Philippe décide d'en faire un musée. Il ne veut pas recréer une cour, il veut célébrer la gloire de la France. Il installe le musée de l'histoire de France. Les salles sont remplies de tableaux qui racontent les grandes batailles, les rois célèbres, les héros nationaux. On y voit aussi des salles spéciales dédiées aux croisades. Versailles change de fonction.
il devient une mémoire de la France, un livre d'histoire en images. Au XXe siècle, grâce aux travaux de Pierre de Nolhac, un grand conservateur, le château retrouve son esprit. Un conservateur, c'est une personne chargée de protéger le patrimoine. On restaure les appartements royaux, on rachète des meubles d'époque pour les rendre aussi beaux qu'au temps des rois, on redonne vie à la Galerie des Glaces et aux chambres de la reine. En 1919, c'est à Versailles qu'est signé le traité de Versailles, qui met fin à la Première Guerre mondiale. L'histoire de Versailles continue avec un nouveau rôle. Il devient un lieu de mémoire pour la paix. Après la guerre, la famille Rockefeller, des milliardaires américains, finance de grandes restaurations. Grâce à leur argent, on peut sauver des parties importantes du château et des jardins. En 1978, un grand plan de sauvegarde est voté pour restaurer et entretenir le château et ses jardins. Aujourd'hui, le château de Versailles est l'un des sites touristiques les plus visités au monde. Des millions de personnes viennent chaque année pour admirer ce chef-d'œuvre. C'est un symbole de l'art français, du pouvoir absolu et de l'histoire de France. C'est aussi un lieu vivant qui accueille des expositions, des concerts et des spectacles. Versailles, c'est l'histoire d'une obsession. L'obsession d'un roi, Louis XIV, qui a voulu faire de son château le miroir de sa puissance et de sa gloire. C'est une œuvre d'art totale où l'architecture, la peinture, la sculpture et les jardins sont pensés ensemble pour servir un seul message, la grandeur du roi. Mais l'histoire de Versailles ne s'arrête pas à Louis XIV. Chaque roi a laissé son empreinte. Louis XIII a été le premier, il a posé les bases du projet. Louis XIV a construit le palais de ses rêves. Louis XV l'a rendu plus confortable, plus intime. Louis XVI a vu le rêve s'effondrer avec la Révolution. Aujourd'hui, Versailles est devenu un monument national, un lieu de mémoire, un musée. Il raconte à la fois la grandeur et la chute de la monarchie française. C'est un endroit unique au monde qui fascine et continue d'inspirer. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme toujours, vous pouvez télécharger en description une formation gratuite. Passez une très bonne journée.